Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission politico-économique et sociale Faire croiser. J'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et sincères, constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin, dit le chef de l'État dans son adresse à la nation en date du 20 mai dernier. Il réagissait ainsi au lendemain de la crise post-électorale née de l'absence des partis politiques d'opposition et bien d'autres partis aux dernières législatives qui ont coûté plusieurs morts au Bénin. Ce lundi, un pas a été franchi dans cette direction d'apaisement évoquée plus tôt par Patrice Talon. Il a rencontré les partis lésés au Palais de la Marina ce 15 juillet. 11 en tout, la majorité a répondu à l'invitation du président de la République à l'exception de restaurer l'espoir de candidat Zanaï. Sur sa page Facebook, le chef de l'État s'est réjoui de cette rencontre. Ses interlocuteurs l'ont-ils été ? Que peut-on retenir de ces échanges et quelle analyse en faire? C'est autour de ces questions que tourneront les échanges de ce jour. Place au débat. Rencontre Patrice Talon, parti politique, un pas vers le dialogue politique. C'est le thème que nous abordons ce jour pour faire le débat. J'ai à ma droite le professeur Léon Bani-Biobigou de la DUD qui était à cette rencontre qui va nous nourrir tout au long de ce débat de la richesse de ses assises et de la position de son parti. Professeur, bonsoir. Bonsoir, chers frères et amis Frégis. Merci de nous avoir invités pour échanger sur une question fondamentale concernant notre pays. C'est nous. Et puis à ma gauche et face à vous, nous avons Marcel Zoumenon. Il est le rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenon, bonsoir. Bonjour Frégis et bonsoir téléspectateurs d'Iden TV. Eh bien, professeur Léon Bani-Biobigou, votre parti a répondu à l'invitation du président de la République, Patrice Talon. Vous y étiez pour représenter votre parti, je le disais. Mais avant, comment avez-vous appréhendé d'abord cette invitation du chef de l'État à l'endroit des partis politiques lésés dans les dernières législatives? Merci. Vous savez, lorsque les événements concernant les élections se sont déroulés, tout le monde a suivi tout ce qui s'est passé du début jusque-là et après. Et c'est dans ce contexte que le chef de l'État, dans la recherche de l'apaisement, au cours de son discours le 20 mai, là, il a annoncé qu'il devait rencontrer la classe politique. Bon, on attend. On attendait. Finalement, c'est le 15 dernier, donc hier, il a eu cette invitation qu'il a envoyée à 11 partis politiques qui ont déposé leur dossier, mais qui n'avaient pas eu le récépissé. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas une existence juridique. Et c'était pour échanger autour de cette question-là, puisque l'invitation ne portait pas un ordre du jour précis pour qu'on sache quels sont les points qu'il fallait aborder. Bon, c'est au cours de la séance, on a vu que c'est d'abord autour de cela que les échanges ont eu. Et sur les 11, comme vous venez de le dire, sur les 11 invités, il y avait seulement un seul absent. Donc vous étiez un peu sceptique avant cette rencontre. Vous ne connaissiez pas l'ordre du jour qui avait débattu. Mais de toute façon, sceptique. De toute façon, vous savez, lorsqu'on est un homme politique, il va s'attendre à tout moment. C'est clair. Et puis, bon, quand on dit qu'il faut échanger, chacun donne son point de vue, il va nécessairement s'imposer ou il y a un autre point de vue. Chacun s'exprime toujours par rapport à l'intérêt du pays. La sagesse africaine, donc on ne refuse pas l'invitation. Exactement, mais c'est ce qui est exactement ce qui est sur l'invitation. Merci professeur. Marcel Zoumenon, avez-vous eu la même impression que le professeur? Vous n'êtes pas d'un parti politique, mais de votre position d'observateur, d'analyste politique. Quand cette invitation a été lancée, adressée aux partis politiques, quelle a été votre appréhension, votre compréhension par rapport à cela? Bon, moi, je suis surpris d'entendre le professeur dire que l'ordre du jour n'était pas connu. Moi, j'ai lu la lettre d'invitation du directeur du cabinet civil du chef de l'État, dans lequel il était mentionné clairement que la discussion aura lieu autour du certificat de conformité. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai tiqué, parce qu'en réalité, le débat sur le certificat de conformité ne devrait pas se dérouler à la Marina.
le certificat de conformité, c'est un papier qui est déroulé au ministère de l'Intérieur. Et on n'avait même pas besoin de débat pour régler ce problème. Et moi, j'ai été surpris que... Et je me suis dit, est-ce que c'est uniquement pour ça que les partis ont été appelés? J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, mais j'ai pu lire un peu les informations sur les réseaux sociaux. J'ai cru savoir que la rencontre a duré 3 heures. Ça fait quand même beaucoup pour dire beaucoup de choses. Et au finish, la seule décision qui est sortie, c'est que les partis qui étaient dans la salle ou pas devraient se rendre ou bien se rapprocher du ministre. Nous allons revenir sur les décisions dans quelques minutes. Au finish, je me demande l'opportunité de cette rencontre. Donc c'était là votre posture. Dès que vous avez entendu parler de cette invitation, quelle est l'opportunité, bien évidemment, de cette rencontre. Nous allons savoir tout à l'heure, dans quelques minutes, l'opportunité. Eh bien, professeur, je reviens vers vous. Oui. La question qui brûle les lèvres, celle que je m'en vais vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous êtes dit hier à la présidence, vous, représentant de partis politiques, chef de parti politique et président de la République? D'abord, avant cette question, vous excusez, quelle est l'ambiance qui a prévalu dans la salle? Dans la salle, vous savez, ce sont des représentants des formations politiques. On se connaît, lui et tout ça, il n'y a pas, c'est pas une ambiance tendue et tout ça. Bon, on attend, personne nous a invités, on est là pour que celui qui nous a invités nous dise fondamentalement l'objet de l'invitation, au-delà des soirs, des récépissés, des échanges, bien sûr, mais non, une fois que le décor a été planté, cette fois-ci, et les débats ont été menés autour justement des raisons pour lesquelles les formations politiques, certaines formations politiques n'ont pas reçu leur récépissé. Une ambiance détendue. Vous écoutons à présent sur tout ce que vous vous êtes dit. Bien sûr, c'est que chaque parti prend la parole pour dire fondamentalement ce qui constitue des questions de blocage, veut comprendre les raisons pour lesquelles n'ont pas eu leur récépissé ou le certificat de conformité, parce que tout le monde n'était pas soumis au certificat de conformité, parce que quand c'est des nouveaux partis, donc c'est les récipients d'enregistrement, et les partis qui existaient déjà devaient se conformer aux dispositions de la nouvelle charte. Et c'est à ce niveau-là, chacun, donc selon le statut dans lequel, par exemple, nous, au niveau de la DUID, c'est un nouveau parti. Et nous, pour nous, c'est par rapport aux récipients, à partir du moment où on a déposé les dossiers en bonne et due forme conformément. Donc, on s'attendait justement à la délivrance d'un récépissé qui nous permet d'avoir notre statut juridique d'existence légale pour pouvoir mener des débats en tant que parti politique. Quelles sont les informations que le chef de l'État a en ces lieux apportées à ces partis politiques? Non, de toute façon, le chef de l'État, avec son ministre de l'Intérieur, chaque fois que pose le problème, ils essaient de voir quel est réellement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, l'état donc des problèmes qui ont été posés pour que tel ou tel parti n'ait pas eu à recevoir, quels sont les éléments qu'on reproche. Et si je veux résumer un peu là, par rapport à ces questions, il y a d'abord la responsabilité de l'administration. Qu'est-ce que j'entends comme responsabilité de l'administration? C'est ressorti. Alors, au niveau de la responsabilité de l'administration, vous voyez, d'abord, il y a des dossiers qui ont été rejetés à cause des questions de signature. Je veux dire quoi? Il y a des attestations, c'est certificat, et lorsque l'attestation est signée quelque part par les délégués ou ailleurs par un chef d'arrondissement, ainsi de suite, il n'y a pas, du point de vue de l'administration, il n'y a pas eu une harmonisation. On dirait qu'on a affaire à plusieurs administrations. C'est clair qui va signer l'attestation et que ça soit uniforme pour tout le monde. Il y a des communes où, lorsque l'attestation porte la signature d'un délégué, c'est rejeté. Ailleurs, même chose pour les certificats. Quand c'est signé par un chef d'arrondissement, on dit non, c'est pas lui, c'est le maire ou son adjoint. Alors donc, il y a ce niveau-là. Et ça fait qu'ils ont rejeté un certain nombre de dossiers à cause de ces questions donc, de signature qui ne relèvent pas des partis politiques.
Parce que là, ça, c'est la responsabilité de l'administration. Autre élément concernant, par exemple, les raisons pour lesquelles certains dossiers ont été rejetés, c'est la mauvaise interprétation des articles. Quand on prend par exemple l'article 18, là on dit dans les membres fondateurs, il n'a pas été dit que tous les membres fondateurs devaient pouvoir signer. Ce n'est dit nulle part au niveau de l'article 18, par exemple. Donc, quand les PV ont été rejetés à cause de cette question, donc il y a plein de comme ça qui ont été relevés à ce niveau-là. Deuxième niveau, la responsabilité des partis politiques, parce qu'il faut être honnête aussi soi-même. Et il y a manqué certaines vigilances pour certains partis politiques lorsque, par exemple, on relève au niveau de la liste des mineurs. Or, je crois que le texte est très clair et il ne faudrait pas que ça des mineurs. Donc, les gens ont relevé et qu'on appelle ces genres de cas pour d'autres listes. Et autre élément concernant toujours la responsabilité, donc, de ce point de vue, ça veut dire qu'il y a quelque part là quelque chose qui a échappé à certains partis politiques pour ne pas déceler ça très tôt, pour que ça soit une cause de rejet de leur dossier. Troisième élément, je dis bien troisième élément, c'est ce que nous avons, pas avec gaieté de cœur, ce que nous appelons la béninoiserie. Oui, il faut avouer que nous avons été souvent victimes de certaines béninoiseries au niveau de notre pays. Et la béninoiserie a pour fondement ce qui a été déjà dénoncé depuis 1948. La béninoiserie, là, ses racines, c'est ce que Emmanuel Mounier a dénoncé en 1948, la méchanceté et la mesquinerie. On a vu dans les traitements, il y a des traitements, des dossiers, certains qui ont bénéficié des faveurs, d'autres dans la rigueur, et nous sommes au Bénin. Et comme j'ai l'habitude de le dire, au Bénin, là, le Bénin, c'est un champ de haricots. Là. Personne ne peut se cacher. Non, même quand vous voulez vous cacher, là, vous avez votre visage, voilà. On voit votre dos, on sait que c'est le dos de telle personne. Donc, il y a des gens, déjà même, avant même que les élections ne commencent, il y a déjà des gens qui sont au courant que leur parti n'irait pas aux élections. Parce que les dispositions étaient en train d'être prises pour les écarter de cela. Donc, on a sorti un certain nombre de concrètement, que doit-on comprendre par là? Est-ce que les gens ont été volontairement induits en erreur? En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des erreurs de part et d'autre qui ont été commises. Et quand on a échangé par rapport à tout ça, ce qui est important, c'est qu'il faudrait que, pour que les gens puissent avoir leur certificat de conformité ou leur récépissé par rapport à ces questions. Puisque quand ils déposent les dossiers, les corrections sont suggérées. Quand les gens ont intégré les corrections, ils déposent en principe, ils ne devraient plus avoir d'autres problèmes pour les empêcher d'avoir leur récépissé. Professeur, vous avez relevé 3 niveaux de responsabilité. Exactement. La responsabilité de l'administration, oui. La responsabilité des partis politiques et la béninoiserie. béninoiserie. Nous allons nous attarder un peu oui. à ce niveau. Oui. Qu'entendez-vous concrètement par béninoiserie? Parce que les Béninois qui n'étaient pas ce lundi à cette rencontre ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. La béninoiserie, est-ce que des dispositions, des machinations ont été orchestrées volontairement pour induire des partis en erreur ou bien qu'est-ce que vous mettez concrètement? J'ai dit ce que je mets concrètement là. Oui, lorsque on va pouvoir se retrouver à des niveaux bien déterminés, c'est les avantages, les faveurs que certaines formations politiques ont eu à bénéficier. Pendant ce temps, des rigueurs émises par rapport à d'autres pour qu'on en soit à ce niveau-là. Je ne veux pas revenir parce que je crois que ce n'est pas ça l'objet du débat, mais vous savez, il y a faute ou il n'y a pas faute. Donc s'il y a faute partout, il faudrait les sanctionner de la même manière. Donc c'est ça qui participe, n'est-ce pas? Et quelle a été la réaction du président de la République et du ministre de l'Intérieur par rapport à ce niveau de responsabilité? Il y a certains régions, ils ont reconnu. Il y a certains niveaux qui ont reconnu. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça qu'il faudrait revoir des choses en tenant compte des critiques qui ont été formulées. Merci, professeur. Marcel, vous avez entendu partiellement ce qui a été dit ce lundi entre partis politiques et chefs de l'État. 3 niveaux de responsabilité ont été relevés par le professeur Léon Bani-Bigour, la responsabilité de l'administration, la responsabilité des partis politiques et bien évidemment la béninoiserie qu'on peut imputer à l'administration puisque le professeur parlait plutôt de traitement de faveur
envers des partis et de la rigueur envers d'autres partis. Quelle analyse vous faites de ces échanges? Est-ce que vous attendiez un peu à se dérouler là ou bien quelque chose en ressort et d'extraordinaire qui vous étonne? Bon, d'abord, sur le thème traitement des faveurs, je l'ai lu pour la première fois dans un communiqué du PRD qui, juste après ces débats, a parlé de traitement de faveurs par rapport aux choses là. Maintenant, par rapport au dossier, je crois que si mes souvenirs sont bons, il y avait courant en février une première rencontre, ou bien 2 rencontres successives que le chef d'État a organisées avec les partis. D'abord, dans un premier temps, avec les partis de l'opposition et dans un second temps, avec tous les autres partis. Et je me rappelle qu'à cette rencontre, l'opposition n'était pas présente. Et tous ces problèmes des petites choses, des petites failles qu'on a dans les dossiers avaient été soulevés. Et moi, je suis surpris que de février à maintenant juillet, ça fait quand même 4 à 5 mois. Peut-être qu'en temps, l'administration a fermé les portes et ne s'est plus occupée du dossier. Sinon, on ne devrait plus être en train de parler de ces problèmes aujourd'hui. Ça fait quand même 4-5 mois qu'on connaissait ces problèmes, qu'on connaissait au niveau du dossier de chaque parti les difficultés, les problèmes qu'il fallait régler. Et moi, je dis, et j'ai toujours dit que sur ce qui concerne le certificat de conformité, le problème à régler, les difficultés, c'était beaucoup plus lié au blocage administratif. Même quand le professeur parle de conformité de certaines pièces, ou par exemple on parle d'attestation de résidence, ou ailleurs on parle de certificat de résidence par exemple, c'est au ministère chargé du dossier de faire sortir un petit communiqué ou bien d'informer les parties. La pièce dont j'ai besoin dans vos dossiers, c'est telle pièce. Et donc, quand cette information est portée à l'attention de tous les partis iront se conformer. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a compliqué à dessein ce qu'on ne devait pas compliquer pour aboutir à un résultat. Et le résultat, c'est l'exclusion de tous les partis politiques des élections législatives. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la rencontre d'hier, pour moi, je disais tout à l'heure qu'elle ne devait pas avoir lieu, mais je dis aussi que ça a tout l'air d'un petit scène de théâtre qu'on a organisé parce que depuis un certain moment, notre pays est vilipendé, critiqué un peu partout dans le monde. Il faut faire quelque chose pour montrer qu'on est en train de faire du dialogue. Je dis, sur la question du dialogue, les questions qui devaient venir à la table d'un dialogue avec un chef d'État, ce n'est pas le dossier du certificat de conformité. C'est au ministère de l'Intérieur que ce problème doit être réglé, pas de façon ostentatoire, de façon discrète, dans le milieu feutré du ministre. Le ministre appelle les responsables des partis. Venez, j'ai besoin de telle pièce, j'ai besoin de telle pièce, j'ai besoin de telle pièce. Et ce problème aurait été réglé depuis. En somme, votre regard sur cette rencontre, une occasion manquée? Oui, au finish, au début, je me dis, et le procès l'a dit, quand nous sommes en Afrique, on dit, quand on vous appelle, il faut y aller. Et moi, je me suis dit qu'il faut que les gens aillent. Mais au finish, j'ai fini par comprendre, j'ai fini par dire que la meilleure posture est celle de parti restaurer l'espoir de candidat Azanaï. Puisque même sans avoir été, je viens de lire tout à l'heure son nom dans la programmation des partis que le ministre de l'Intérieur doit rencontrer pour régler le problème du certificat de conformité. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps. Si on avait autre chose à faire, on pouvait aller les 3 heures, ne pas gaspiller, aller faire autre chose. Je crois que la posture que je trouve la meilleure, c'est celle de candidat Azanaï. Alors qu'au départ, on pouvait dire il n'est pas dans une bonne démarche, il n'est pas soucieux du dialogue, il n'est pas soucieux de la paix. Mais au finish, je constate que c'est lui qui a compris qu'il ne fallait pas aller là-bas pour régler ce problème, puisque le parti restauré l'espoir sont noués dans les partis qui doivent aller au ministère pour avoir rendez-vous avec le ministre pour savoir ce qu'il faut faire pour avoir les certificats de conformité. Merci Marcel. Je me pose l'histoire a donné raison à candidat Azanaï, au parti Restaurer l'Espoir. Je vous dis, chacun a sa vision des choses. Lorsque, par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays, c'est grave. Pour nous d'abord, on n'a pas abordé le fond des problèmes de notre pays.
Mais il faudrait être d'abord, du point de vue de la légalité, il faut être dans une posture juridiquement égale pour mener un certain nombre de débats. C'est ce qu'on appelle une sorte d'entrée en matière, quoi. Apéritif. Vous voyez, imaginez par exemple, ça c'est une manière de le voir. Mais cette autre manière de voir aussi, lorsque si par exemple, les 11 là ne s'étaient pas présentés, disons les 10 n'étaient pas présents, donc que les 11 n'étaient pas là. Et que le chef de l'État a dit, voilà, j'ai fait la main tendue, et alors voilà, c'est un truc qui ne veut pas de dialogue et tout ça. Sur le plan international, la classe politique aurait l'air de quoi? Donc, les partis politiques ont su peut-être éviter là un piège. Non, il y a quand même des pièges pour lesquels il ne faut pas tomber quand même. Maintenant, parce qu'il a invité les partis qui n'ont pas encore le statut juridique en fait. Et le problème se limite d'abord là, qu'on puisse avoir le statut juridique pour mener le débat. On dit, on invite les gens pour un débat politique. Si juridiquement vous n'êtes pas reconnu, votre décision, tout ce que vous allez dire, ça aura l'air de quoi? On est en politique. Et je crois qu'il va falloir, chaque fois, moi je souhaiterais que par exemple, que chacun vienne et dise ce qu'il pense par rapport à cette question-là. Ça ne fait que commencer. On n'a pas abordé les questions du fond. On est d'abord sur des statuts juridiques de formation politique. À ce niveau-là, il faudrait comprendre les choses par rapport à cela. Votre parti est-il sorti satisfait de ces échanges et qui ne sont pas allés dans le fond? Vous savez, on est parti pour écouter. Parce que quand même on devait, dans le fond, on allait écouter les différents éléments. Et on va se référer. Voilà. Quel a été votre sentiment? Non, puisque ce n'est pas encore terminé. On a commencé quelque chose et puis on doit nous recevoir le jeudi. Et à la sortie, on verra bien ce qui va se passer. Déjà hier, oui, mais non, déjà, non. Il y a un ouf. Non, déjà, on a vu que selon les partis qui avaient déposé leur dossier avant le délai et ceux qui ont déposé après, on n'était pas au même niveau. Voilà pourquoi, cas par cas, il y aura cet entretien, cette phase, comme le disait mon frère Marcel, à savoir que, en fait, administrativement parlant, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur qu'on devait... Mais, quelle que soit la forme, il ne faudrait pas qu'on retourne le problème contre nous. Contre nous. Exactement. Marcel, les partis ont donc su éviter peut-être un piège. Et puis, d'autres partis, notamment l'USL, s'est dit surpris, déçu à la sortie de cette rencontre avec le président Patrice Talon. Vous comprenez la déception? Bon, d'abord, sur la question du piège qui aurait été évité, moi, je voudrais être un peu mesuré. En fait, le processus ne fait que commencer. Et rien ne nous dit que les partis auront les certificats de conformité. Je me rappelle qu'au cours d'une première rencontre, dans l'une des deux rencontres que le chef d'État a animées, le chef d'État a dit officiellement qu'il est peiné que certains partis ne puissent pas participer aux élections et qu'il ferait un effort. Je n'utilise pas exactement ces mots, mais à peu près ce qu'il avait dit, qu'il ferait l'effort pour qu'on aide ces partis à participer. Et pourtant, ces partis n'ont pas pu participer aux élections. Donc, moi, je ne suis pas pourtant dans la réjouissance en disant ils auront déjà les syndicats, parce que ça pourrait bien être une stratégie pour les envoyer au ministère de l'Intérieur qui, lui, va commencer par les faire tourner, amener tel papier, vous amener le lendemain, dit non, il manque encore un autre papier, et vous entrez dans un cycle infernal qui va durer des mois et peut-être des années, vous n'aurez jamais les certificats. Donc, je suis Saint Thomas, mesuré, et Saint Thomas, j'attends de voir les premiers certificats de conformité pour prendre l'engagement et pour dire que le chef de l'État était sincère en disant cela. Donc, je dis, les partis n'ont encore rien gagné. Je crois que c'est salutaire d'être là-bas, compte tenu de ce que le professeur Bio-Bigo a dit, mais je crois qu'ils doivent rester vigilants. Absolument. Pour ne pas être entraînés dans un processus d'enroulement dans la farine, comme on le dit. Maintenant, sur la déception du parti Restaurer l'Espoir, USL, je ne sais pas trop sur la base de quoi ce parti est déçu, parce que peut-être qu'il s'attendait à autre chose que ça, mais
je crois que pour quelqu'un qui sait bien lire entre les lignes, il devait comprendre que cette rencontre ne pouvait pas donner autre chose que ce qu'on a eu hier. C'est ce que ça a donné. Moi, je n'attendais pas. Le chef d'État dit, bon, venez, il a un cachet en main ici. Voilà, prenez ce certificat de conformité. Moi, je ne m'y attendais pas à ça. Donc, et je crois que ceux qui étaient dans la salle ne se faisaient aucune illusion sur ça. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on allait leur remettre un certificat de conformité sur les gens séance tenante. Et donc, moi, je ne sais pas à quel niveau il y a la déception. Peut-être qu'il y a au niveau du parti USL, peut-être qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels ils attendaient que le chef d'État se prononce. Mais à ce niveau, on peut se réjouir du fait que le chef d'État ait dit qu'il y aura d'autres rencontres. On va discuter d'autres problèmes. C'est là qu'on a un petit espoir par rapport. De quoi donner raison aux partis qui se disent satisfaits de cette rencontre. Professeur Léon Bali-Biabigou, Marcel Soumané invitait tout à l'heure les partis à la vigilance et que rien n'est sûr et que peut-être nous sommes partis pour un autre cycle de quelques mois, voire de plusieurs années et ne jamais obtenir le certificat. Est-ce que vous en êtes conscient au niveau de votre parti? Absolument, sinon on ne serait pas des hommes politiques. Sinon on ne serait pas des hommes politiques. Non, ça va être trop beau, vous comprenez. De ce point de vue, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille, qu'on se remette dans un cycle. On dit que ce n'est qu'un état là. Parce que nous, si on veut être légaliste, on est en démocratie là. Il faudrait que du point de vue juridique, que vous soyez en règle pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et d'abord ça, il faudrait donc qu'on règle. On verra la bonne ou la mauvaise foi de celui qu'on a en face par rapport à ce que c'est dit, par rapport d'abord à cet élément de base là, récépissé pour ce cas de conformité. Et puis, la question essentielle qui suit à présent, pensez-vous que cette démarche du chef de l'État est un pas vers le dialogue politique? Parce qu'il faudrait bien dissocier cette rencontre qui concerne le certificat de conformité avec le dialogue politique avec la classe tout entière. Est-ce que, pour certains, ce n'est pas le cas? Non, pas le début d'un dialogue. Non, c'est pas encore un dialogue là. Est-ce que c'est le pas? Parce que dès qu'on dit dialogue politique, ça veut dire que le dialogue avec des partis légalement constitués. Nous ne le sommes pas encore. Donc, d'abord, il n'y a pas de dialogue qui est amorcé là, point du tout. Il faut être dans des conditions objectives, juridiques, pour dire que nous dialoguons et non faire de monologues parallèles. Donc, le pas n'est même pas entamé. Il faut d'abord ça là, il faut qu'on règle. C'est comme une sorte de préalable au dialogue. Pour que vous puissiez vis-à-vis dire que vous dialoguez, il faudrait que vous soyez quand même à peu près dans les mêmes conditions, donc de vous parler, de vous écouter. Mais nous ne le sommes pas encore. Ces partis n'ont pas encore, il n'y a pas un papier qui peut exister pour dire qu'ils ont l'existence légale. Donc il faudrait d'abord exister légalement avant de dire que vous dialoguez avec qui vous dialoguez. Merci, professeur. Marcel, vous êtes d'accord, d'avis avec le professeur? Ce n'est pas le pas vers un dialogue politique? Bon, je crois avoir lu ou entendu que le chef d'État a dit hier qu'il n'est pas dans l'option d'un dialogue national, format conférence nationale où on réunit tous les Binois. Je crois qu'il y a des partis comme le Parti communiste. Le professeur nous le confirmera tout à l'heure. Oui, je crois l'avoir entendu et qu'il va faire des rencontres comme celle d'hier avec des partis qui auront une existence légale. Et le chef d'État habilement a déjà circonscrit le champ du dialogue. Il dit, on va voir les textes, les lois, voir les aspects qu'on peut corriger pour permettre à tous les partis. Ça veut dire que ce n'est pas ce que j'entends du côté des partis de l'opposition où le champ de discussion est beaucoup plus élargi. On dit, il faut le retour de ceux qui sont en exil, il faut la libération des prisonniers politiques, il faut qu'on voit clair sur le décès des personnes qui ont été tuées. Et il y a beaucoup d'autres, on parle de choses là sur le bradage économique. Donc, il y a une différence entre le dialogue vu par le chef de l'État et vu par les partis politiques de l'opposition. Et je ne sais pas finalement si le chef de l'État prend le lead de cette discussion, mais les partis seront obligés de se conformer à son format, à lui, qui est simplement, après avoir donné le certificat de conformité, et là aussi je mets entre griffes à ceux qui pouvaient l'avoir, le chef d'État va ouvrir des discussions sur la charte des partis politiques et le code électoral. Et là, c'est très significatif, c'est précis.
Ce n'est pas ce que j'entends dire du côté de l'opposition où on parle de beaucoup de choses sur lesquelles tout Béninois doit pouvoir quand même demander des comptes au gouvernement. Quand on tire sur des Béninois, de la façon dont ça s'est passé les 1er et 2 mai, je crois, dernier à Kanyang, il faut que tout Béninois revendique et réclame qu'on puisse voir clair dans ce qui s'est passé. Je crois que c'est légitime. Et donc, mais je ne vois pas le chef d'État dans cette posture. C'est pourquoi je me dis, même si le chef de l'État conduit le dialogue de cette manière, je ne suis pas sûr qu'on pourrait trouver et régler les crispations qu'on a actuellement sur le terrain et que la paix définitive soit là. Et je crains faussement. Je crains que... Merci Martial Zoumanou. Professeur, venons à présent sur le dialogue proprement dit. Il est clair pour tout le monde, cette rencontre entre les partis politiques et le chef de l'État n'est pas, selon nos invités, un pas vers le dialogue politique. Le dialogue, nous en parlons à présent. Le dialogue politique, comment l'imaginez-vous? Comment le concevez-vous au niveau de votre parti? Je vais vous dire... Par rapport à nous ne sommes pas partis là, on n'a pas enclenché l'affaire de dialogue. Oui, ça c'est clair à présent. Maintenant, le dialogue proprement. Non, le dialogue. Vous l'imaginez comment? Donc, vous le voulez comment? C'est-à-dire, d'abord, le dialogue. Il faudrait que tout ce qui s'est passé par rapport à notre pays, qui a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Et que faire désormais pour que plus que jamais tout ça là ne revienne plus. Mais comme on n'est pas encore à ce niveau-là, je dis comme on n'est pas encore à ce niveau, il dit, le dialogue n'est pas encore entré. Parce que dans un vrai dialogue, on ne peut pas être jugé et parti. Vous comprenez? Donc on verra, lorsqu'on va entamer réellement le dialogue, on verra quelles sont les conditions de ce dialogue-là. Est-ce que votre parti a déjà des conditions, des préalables à énoncer pour un dialogue? Et vous avez un schéma. Tenez-vous tranquille, vous voulez que le parti, qu'on vienne au niveau d'un plateau pour dévoiler la stratégie d'un parti politique? Non. Donc, il est très clair. Tout le moins sa volonté. Non, là, écoutez, quand on est bénin, quand on est citoyen, on ne peut qu'être soucieux de l'avenir de notre pays, de l'avenir de la jeunesse, à tout point de vue. De ce point de vue-là, tenez-vous tranquille. Ce ne sont pas des gamins, qui sont à des niveaux donnés. Vous comprenez? Et c'est pour cela, disons, on n'a pas encore entamé le dialogue politique. Et le chef de l'État est totalement libre d'avoir son chemin. Les partis politiques sont véritablement partis politiques par rapport à leur connaissance par rapport du pays, par rapport à leurs rêves pour ce pays, parce que tout parti politique n'a pas d'autre ambition que la conquête de la gestion du pouvoir, seul ou en... Donc, de ce point de vue-là, il se met en parler. Si c'est ce parti qui est arrivé au pouvoir, comment il faudrait voir des choses? Donc, il n'y a pas un seul parti politique qui n'a ces ambitions. Et donc, la question du dialogue ne peut être vue qu'au niveau des analyses que chaque parti fera à l'interne qui pourra verser à l'ensemble. Donc, de ce côté-là, ils n'en ont pas trop vite en besoin. Il y a d'autres partis tout de même qui ont vite en besoin. C'est leur droit le plus absolu. Et ces partis réclament tout de même tout à fait le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers dits politiques. Est-ce que vous, au niveau de votre parti, en son temps, vous ferez de ces exigences? Je ne peux pas vous dire. Dès que le chef de l'État avait annoncé cette rencontre-là, nous ne savions pas sous quelle forme, comment ça devait se faire. La DED était dès le lendemain, la DED a pris cette décision pour voir. Et en fonction de l'objet de la rencontre, la DED sait comment il va aborder chaque point. Et vous partagez ces exigences des autres partis? Je dis bien, on ne sera pas surpris. Je dis bien, on ne sera pas surpris à tout point de vue par rapport à ce qui va se passer pour ce qui concerne notre pays. Notre pays, oui. Nous sommes d'accord, professeur. Je vous comprends pas. Le professeur. Non, c'est pas quelque chose de sérieux. Est-ce qu'en son temps, au cours du dialogue politique, si se tenait ce dialogue, vous exigerez avec d'autres partis le retour des exilés politiques? Moi, je vous dis et je vous le répète, la DED, sa stratégie,
cette analyse claire et nette peut partager avec quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu. Voilà. Merci, professeur. Marcel Zoumanou, vous avez compris que le professeur ne veut pas tout de suite se prononcer sur ces exigences des autres partis, retour des exilés politiques. Eh bien, vous, déjà, dites-nous comment vous imaginez ce dialogue politique, comment vous le concevez pour un dialogue franc, sincère et crédible. Bon, la DUD, j'ai l'impression, à avoir écouté le professeur, que la DUD fait partie des partis qui donnent l'impression d'être au milieu. Au milieu, parce que juste après son éviction de l'élection, on a vu quelques relents de partis d'opposition. Et après, ça s'est estompé rapidement. Et la DUD, comme beaucoup d'autres partis, me donne l'impression, hein, je peux me tromper, que c'est un parti qui est quelque part au milieu là, et tantôt mouvance, tantôt opposition. Moi, je crois qu'on a besoin de clarification. Au point où, sur les 11 partis qui étaient présents hier, on n'en a que 4 qui sont officiellement de l'opposition. Les autres, il est difficile de dire de quel côté ils se trouvent, puisque ce n'était pas mieux. Moi, hier, j'ai entendu leur nom pour la première fois. Ce n'est pas le cas de la DUD qui est très connu, mais d'autres, j'étais surpris d'entendre les noms. Concernant le dialogue, je crois qu'avec la gravité des situations qu'on a vécues, je voudrais rappeler, moi je dis toujours que je suis un enfant de la conférence nationale. Je suis un enfant de la conférence nationale parce que nous, on fait partie de la génération qui avions connu les années blanches. Et nous étions petits quand on a vécu radio aux oreilles cette conférence nationale. Et c'était notre espoir. Et on disait, si une bonne décision sort de cette salle, nous allons reprendre les cours. Certains de nos amis ont abandonné dans ces années 90 pour devenir ouvriers aujourd'hui. Tout à fait. Et nous sommes, et moi et certains, nous sommes très attachés aux idéaux que notre démocratie a pu défendre. Et moi, je suis peiné, je suis même attristé que, après avoir fait près de 30 ans d'un processus qui a révélé notre pays comme les gens disent même que nous sommes le laboratoire de la démocratie en Afrique. On est parti du haut. On n'est même pas resté au sol. On est allé dans un trou. C'est-à-dire, on est allé du haut, on est allé dans un trou. Au point où aujourd'hui, je ne sais pas si, Fréjus, vous avez des confrères étrangers avec qui vous parlez. Bien, c'est le quotidien. Et qui se moquent constamment de nous. Tout à fait. Donc, le modèle est tombé. L'idéal auquel on s'est accroché depuis 30 ans, cet idéal s'est évaporé. Et je crois que quand on est béninois et quand on a vécu tout ça, la seule chose qu'il faut demander, c'est que les acteurs politiques, puisque c'est eux que nous ne sommes pas c'est eux qui peuvent encore s'asseoir et régler le problème, puissent s'asseoir dans une salle et dire pourquoi on en est arrivé là. Entre eux, ils doivent se parler, se comprendre et régler les problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on dit que les tests de loi ont amené beaucoup de problèmes, mais il n'y a pas que les tests de loi. Il y a d'autres problèmes, des problèmes de personnes, la reine, le professeur a parlé de méchanceté. Il y a tout ça là mis ensemble. C'est un cocktail sur lequel il faut travailler. Des historiens, des sociologues, des juristes aussi doivent être associés à ce travail pour qu'on puisse faire renaître notre pays sur le plan démocratique. Sinon, ce serait vraiment déplorable. Et moi, c'est ce que je veux comme dialogue. Un dialogue qui réunit à la fois tous les hommes politiques de quelque camp que ce soit et des intellectuels éclairés, des historiens comme le professeur Bani Biogou, des sociologues. Moi, je suis historien. Je suis géographe. Géographe, oh, excusez-moi. À côté de l'histoire, qui dit géographie dit histoire. Donc, tous ces intellectuels, pour qu'on réfléchisse sur notre pays, parce que nous sommes en train d'aller dans une direction qui n'est pas, pour moi, une bonne direction. Vous partagez cette analyse? Je partage parfaitement cette analyse. Et je dirais encore plus loin. Nos problèmes au Bénin viennent de très loin. Et ça, je vais résumer cela, le mépris, la méconnaissance de l'histoire politique par les dirigeants qui ont l'ambition de diriger ce pays-là. Tout le départ est là. Vous avez vu tout ce qu'on a vécu. 16 ans, même avant notre indépendance.
la manière dont on avait dit les premières années de l'indépendance. Tout ce qui s'est passé, on n'en a pas tiré leçon. Et on a tiré leçon en 1990 pour éviter le pire. Mais vous avez vu, chaque année, on devrait faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la conférence nationale. Et je dis bien chaque année, je dis même pas 2 ans, non, point du tout. Pour pouvoir réconcilier les Béninois avec eux-mêmes. Mais il s'est fait que les gens qui nourrissent l'ambition de diriger ce pays-là ne prennent pas la peine de connaître le pays qu'ils veulent diriger par rapport à son histoire, par rapport à son passé. Voilà pourquoi ils commettent des erreurs. Parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas éviter. C'est d'abord le point de départ. Tout le reste, ce ne sont que des manifestations de cette méconnaissance-là. Et c'est en cela que ce qu'il dit, mais tout le monde a sa pierre à apporter à la construction de la nation. Et vous voyez, parmi tous ceux qui ont été présidents de la République jusqu'au président Talon, combien sont issus d'un parti politique, fondamentalement d'un parti politique pour la gestion du pouvoir. Les gens ont profité des situations où ils viennent de tout ça, chacun essaie de venir jouer ce qu'il peut jouer et s'en va. Et ça se complique d'année en année. Vous voyez, depuis 1990, c'est qu'est-ce qui reste fondamentalement. Et c'est ça qui nous interpelle tous. Voilà pourquoi je dis, des problèmes de fond, on ne les a pas encore abordés là. Mais il faut être dans les conditions pour aborder des problèmes de fond. C'est de ça qu'il est question. Merci, professeur. Marcel, n'allons plus durer sur ce plateau. Eh bien, dites-nous, c'est vrai, le dialogue n'a pas commencé, vous l'avez suffisamment dit. Il reste à définir les bases de ce dialogue. Mais à quoi devrions-nous nous attendre? Bon, je crois que ça me pose un problème. À quoi est-on en droit de nous attendre à la fin de ce dialogue? Certains partis politiques, bien évidemment, celui que jurent... le chef d'État a initié actuellement? Oui, non, le dialogue à venir. Et jure qu'il n'y aura que dialogue, qu'il n'y aura réussite d'un dialogue que lorsque les élections législatives qui viennent de passer seront annulées. Est-ce que vous pensez qu'on en arrivera là, à l'annulation de ces élections, ou bien on n'arrivera pas à ce niveau? Je crois que moi personnellement, j'ai dit pas ici, ailleurs, que pour l'image, pour soigner un peu l'image de notre pays, qu'il faut annuler ces élections. Et personne ne peut être fier de cette assemblée-là. Moi, j'ai personnellement des amis qui sont élus députés. Et je leur ai dit, surtout à l'un parmi eux, que cher ami, félicitations, j'ai toujours souhaité que tu sois député, mais ce n'est pas de cette manière. On ne devient pas député avec les suffrages dont on a besoin pour être conseiller municipal. Ce n'est pas bien. Et donc, eux-mêmes, quand vous regardez aujourd'hui, vous analysez bien, ils ne sont pas fiers. Il faut qu'on ait le courage de dire, peut-être qu'ils ne le disent pas, mais nous, on peut les dire à leur place. Quand vous discutez avec eux en privé, ils ne sont pas fiers d'être députés de cette manière. Et donc, fort de tout ça, moi, je fais partie de ceux qui pensent et disent qu'il faut annuler ces élections. Mais tout ça, c'est quand les acteurs politiques vont s'asseoir autour d'une table pour discuter, qu'ils pourront s'entendre. Peut-être que quand ils vont s'entendre, les gens qui revendiquent ça aujourd'hui vont mettre cela de côté parce qu'on leur aurait proposé d'autres choses, ou on leur aurait donné d'autres choses qui leur donnent plus d'assurance. Et donc, c'est pourquoi ce dialogue est important. Mais je ne suis pas certain qu'un dialogue conduit par les chefs d'État dans l'état actuel des situations puisse porter de bons fruits. Qui doit conduire? Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des griefs, la plupart des problèmes qu'on a, beaucoup pensent que le chef d'État en est pour quelque chose. Et donc, moi, je le vois pas dans une bonne posture pour conduire les dialogues. Je crois qu'il faut chercher un personnage neutre. Comme? Je ne sais pas. Et pas forcément un acteur politique, quelqu'un qui a un grand charisme. Je ne vois pas encore le profil. Est-ce que c'est un ancien président? Les 2 anciens présidents qu'on a sont tous engagés politiquement. Ils sont disqualifiés pour le faire. Est-ce que c'est un leader religieux? Je ne sais pas s'il y en a encore de très charismatique après le décès de Gantin. Et donc, je fais partie de ceux, de beaucoup de gens qui disent qu'il faut peut-être prospérer à l'extérieur pour voir s'il faut trouver un personnage charismatique qui peut les appeler ce dialogue. Pour conduire ce Professeur, dialogue. sur ce point. Non, c'est ce que je l'avais dit tantôt. Je dis, lorsqu'il y a un débat, une affaire débat,
quels sont ceux qui sont impliqués dans ce qui est en débat, de ce qui fait l'objet de dialogue. Vous comprenez? Lorsqu'on en arrive à ce que dans une situation, on est jugé et parti, c'est compliqué. C'est pour cela que je dis, on n'est pas encore franchement dans la paix. Là, le mois sera venu, personne n'ira nulle part. Personne n'ira nulle part. On est au Bénin là. Personne n'ira nulle part. Quand le mois sera venu, vous verrez, on va s'asseoir. On dit, bon, maintenant le dialogue. Puis hier, on a parlé donc des statuts juridiques de l'exemple qui permettent aux gens de parler vraiment légalement. Dernière question pour vous, professeur. Voilà. Est-ce qu'en son temps, vous pensez que les partis qui tiennent à l'annulation des élections législatives devraient pouvoir renoncer à cette exigence? Mais écoutez, comme on n'est pas encore à ce niveau, je ne peux pas rentrer dans la tête des uns et des autres. Non, au niveau de notre parti, je vous ai dit, nous avons notre vision très claire. Même si on dit vraiment, on a réglé les problèmes de récépissé et qu'on dit demain, on va s'asseoir. Alors, vous entendrez, n'est-ce pas, la position de la DED en bonne et due forme. Et pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Voilà, donc, en bonne et due forme. Ici. On n'est pas encore à ce niveau-là, mon cher ami. Professeur, vous aurez compris. Voilà. Le professeur s'est armé en venant et ne rien lâcher, Mais on pense de notre position d'analyse que la DUD fait partie de ces partis qui, en son temps, renonceront à l'annulation de ces élections, bien évidemment. En tout cas, j'ai dit, comme l'analyse l'a bien dit, je crois que ce n'est pas quelque chose qui était caché. Au moment où la DUD, la poursuite dont il a parlé, a bel et bien dit, si les problèmes de fond à notre pays, si c'est l'opposition qui a raison dans l'analyse que nous faisons, nous soutenons la position de l'opposition. Est-ce qu'on l'a caché? Est-ce que ça a été un secret pour quelqu'un? Puisque c'est dans nos textes. Mais maintenant, si c'est le président, s'il a bien fait quelque part, on dit que c'est bien. Quand c'est bien pour la nation, on dit que c'est bien. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, c'est pas il n'y a pas de polémique. C'est pas une polémique. La DUD au beau milieu. C'est clair. Merci, on n'a pas encore changé de texte. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Non, moi, je crois que on ne peut pas passer tout notre temps à parler des mêmes choses. Depuis décembre ou peut-être janvier 2019, on ne parle que élection, crise préélectorale, crise post-électorale. Quand est-ce qu'on a le temps de penser maintenant au problème de développement? Je crois qu'il faut qu'on ait un temps pour finir avec ça. On ne peut quand même pas passer tout notre temps à parler de crise. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les Béninois, ils sont de plus en plus pauvres. Je ne sais pas si vous en vivez, moi je vis ça. Et la dernière fois, j'ai vu un infirmier qui pleurait, qui dit mais allez voir dans les hôpitaux où des gens meurent parce qu'ils n'ont pas trouvé 5 000 francs pour acheter des ordonnances. Donc, c'est des problèmes sérieux de développement. L'insécurité qui est en train de revenir à grands pas. Donc, quand est-ce qu'on va finir avec querelle politique pour parler de ces problèmes? C'est pourquoi je souhaite qu'on puisse quand même finir avec cette crise, régler les problèmes. Et si le chef d'État est animé d'une bonne volonté, ce serait un facteur déterminant dans la résolution de cette crise-là, pour qu'on puisse parler des problèmes de développement. C'est très important pour le pays. Professeur Léon Bani Bigou, votre mot de la fin. Mon mot de la fin est très simple. Vous avez vu, notre rêve commun, notre idéal commun, notre objectif commun, c'est consigné dans notre devise. Fraternité, justice, travail. Et tout ce que nous devons concevoir comme texte, ça devrait pouvoir être pour opérationnaliser cela. 2, comme vient de le dire, comment on appelle Marcel, en réalité, vous voyez, le temps précieux que nous perdons dans des problèmes de susceptibilité, de personnes, c'est-à-dire qu'on fond tout. Il faut arrêter. Et justement, c'est pour pouvoir arrêter qu'il faut clarifier les choses. Les débats politiques qui fait de la politique dans notre pays. Il faut clarifier tout ça. Et c'est en cela qu'il faudrait que les partis politiques puissent avoir leur statut juridique qui leur permet effectivement de mener les vrais débats de fond. Sans quoi, on serait là à nous amuser par rapport à l'avenir de notre pays. Et c'est en cela qu'il faut éviter aussi qu'il y ait d'amalgame. Quand vous êtes de la société civile, il faudrait que vous mettiez dans votre propre société civile et agir en cela. Vous avez vu,
dans notre pays, comment il y a tellement de confusion. Parti politique, selon le gré du vent. Non, il faut clarifier cela. C'est pour cela qu'on a dit il faudrait que le chef de l'État, s'il veut vraiment du bien de ce pays-là, première chose, il faudrait clarifier les statuts juridiques de nos partis politiques. Et on sait, cette fois-ci, quels sont les leaders politiques du Bénin et qui vont vraiment mener les vrais débats, des débats de fond, que ça le plaise ou pas, que des débats de fond. Parce que le pays reste, les individus passent. Et c'est en cela que je dis, vous avez vu, je ne parle jamais en l'air là. Ce que j'ai là, c'est des grands problèmes de l'histoire politique de notre pays. Et c'est parce qu'on a ignoré tout ça qu'on en arrive à ces questions-là. Donc, dernier mot, tous ceux qui ont l'ambition, que ce soit à quel niveau, ils n'ont qu'à commencer d'abord par connaître l'histoire politique de notre pays pour éviter des erreurs. Merci. Parce que de ne pas compromettre l'avenir des jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Rencontre Patrice Talon, parti politique, un pas vers le dialogue politique, une question à laquelle nos invités ont répondu non, il ne s'agit pas d'un pas posé vers le dialogue politique. Le dialogue politique, ses bases restent à définir pour sortir le pays de cette crise qui ne fait que trop durer, seront selon nos invités. Merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Prenez rendez-vous pour mardi prochain.